Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est ça. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette journée qui est toujours un moment, un rendez-vous spécial, puisque ça fait partie des rendez-vous comme ça rituels qui rythment nos années. Cette journée d'échange, de co-construction, de réflexion, de partage, mais qui est aussi la journée où on fait notre assemblée générale ordinaire, qui est aussi un temps formel de notre vie associative. Donc on est ravis de vous avoir avec nous pour cette journée. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente quand même, je m'appelle Émilie Launay et je suis en charge de la formation au collège. Je suis là depuis 1 an. Je vais vous donner juste quelques points de repère pour cette journée, avant de laisser la parole plus amplement à Samuel pour ouvrir et introduire cette journée. Donc c'est une journée qui va nous emmener jusqu'à 18h. Sur la partie, la clôture de la journée sera à 18h, donc on a différents temps forts lors de cette journée. C'est vraiment une journée qui a pour objectif de partager à la fois nos réalisations, ce qu'on a déjà mis en œuvre, les premiers résultats que l'on peut entrevoir, analyser, et puis de partager aussi de nouveaux chantiers qu'on souhaite ouvrir pour poursuivre ce travail d'action-recherche, ce travail de formation au long cours avec vous, en faveur des transitions écologiques et sociétales, bien évidemment. Donc la journée va s'organiser. Donc vous avez en bout de table, sur chacune de vos tables, vous pourrez faire circuler un document A3 avec le programme, puisque pour des raisons techniques, c'est un peu petit, je ne vous le cache pas. On ne lit pas très bien. Donc je vous l'ai mis en imprimé en bout de table. En gros, on est sur une journée qui va commencer par une introduction de Samuel, qu'on est très heureux de retrouver. Et ensuite, on aura un temps, une table ronde avec des intervenants autour des modes de vie, puisque vous savez que ça fait partie des hypothèses, des travaux que l'on creuse d'un sillon fort du collège. Donc on essaiera de rentrer, mais j'en dis pas plus, vraiment sur cette question des modes de vie pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de démarche pilote. Ensuite, on aura un temps de déjeuner. Et enfin, après manger, on aura un temps d'atelier. Vous avez tous normalement une petite pastille de couleur sur votre badge qui est en lien avec un choix d'atelier que vous avez fait. Donc si d'aventure vous avez vraiment d'un coup un regret très fort, tout est toujours possible. Vous pouvez venir nous voir, on peut faire des changements. Mais enfin, on essaye quand même d'équilibrer les groupes pour favoriser des échanges intéressants dans la diversité. Donc des ateliers autour des démarches pilotes, mais aussi autour de la démarche de déploiement, qui est celle du collège, autour de l'enjeu du lien avec les associations et la société civile. Un atelier autour de la formation, notamment sur un projet autour de la formation des dirigeants. Et enfin, un atelier prospective. Donc, il y aura ces 5 choix-là que vous avez déjà opérés. Si jamais il y a un petit trou dans la raquette, que vous n'avez pas fait de choix, venez nous voir. Donc, moi ou quelqu'un de l'équipe, lors du temps de déjeuner, et on verra comment vous affecter quelque part sans aucun problème. Vous dire que lorsque l'on sera en temps de déjeuner, le déjeuner se passera dans le forum, donc au rez-de-chaussée, et qu'on ne reviendra pas ici avant de repartir en atelier. Ce qui fait qu'on devra être un tout petit peu discipliné parce qu'il faudra que vous partiez avec un guide, chacun un animateur. Donc on aura un petit moment où il faudra se rassembler pour pouvoir partir parce que l'IMT qui nous accueille est grand. Et donc il ne faudra pas que vous puissiez vous perdre dans les couloirs. Donc on sera vos guides pour ne pas vous égarer. Enfin, après ce temps d'atelier, on aura une autre table ronde, conférence inspirante, autour de la question qu'on a intitulée « Quelle nouvelle transformation devons-nous porter sur le chemin des transitions ?» Puisque ça fait partie du rôle du collège aussi d'initier des travaux, d'essayer d'aller un petit peu inaugurer des chemins en l'occurrence qui se veulent profonds pour pouvoir initier des changements qui sont nécessaires pour opérer ces transitions. J'en dis pas plus parce que ça va être développé par mes collègues. Et enfin, on aura donc en fin de journée l'Assemblée générale formelle à laquelle vous êtes tous conviés, qui nous permettra de voter le rapport d'activité, le rapport moral, le rapport financier de la journée. Et on finira évidemment par boire un verre pour fêter cette belle journée. J'en dis pas plus et je te laisse la parole, Samuel, pour présenter la teneur de cette journée. Merci beaucoup, Émilie. Et merci d'animer cette journée, Émilie, comme tu avais si bien su le faire les dernières. Et merci d'être là. Oui,
Alors, quelques mots pour introduire la journée. Peut-être dire, au fond, il y a une question, je pense, que nous partageons, que nous avons en partage les uns et les autres, que nous avons, je pense, régulièrement en tête, et qui serait quel est l'esprit du moment? De quoi est fait le moment dans lequel nous sommes, que nous sommes en train de traverser, et comment, dans ce moment-là, faire avancer? Comment agir dans ce moment-là? C'est vrai des sociologues, des élus, de tous les acteurs sociaux qui travaillent sur les territoires, et qui évidemment travaillent avec les acteurs, qui travaillent avec nos concitoyens, et donc c'est pas appuyer sur un bouton. Donc on est tous, je crois, tout le temps en train de se demander, mais voilà, de quoi est fait le moment? Et comment, dans ce moment-là, on peut trouver les leviers pour agir avec. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, le collège, en fait, il fête presque ses 10 ans. Le collège, il a été lancé par Bernard en 2013, à l'automne 2013, je pense, sur le volet formation. Et puis, on porte ensemble le programme d'action recherche, transition énergétique et sociétale, depuis 7 ans. On a démarré en 2015. Et on est en train, ensemble, déjà, de préparer la prochaine étape, 2024-2027. Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est que s'il y a quelque chose parmi ce qu'on a réussi ensemble, une des choses, je trouve, qu'on a réussi, c'est qu'on s'est donné du temps. Et c'est assez exceptionnel. Et on s'est donné du temps, déjà pour creuser des sillons en termes d'innovation sociale territoriale sur les modes de vie. Et on a fait tout un parcours ensemble. On a repéré ensemble un contenu sociologique, peu importe, mais d'origine académique. On l'a, avec un petit groupe, pendant presque 2 ans. On a fait un travail de reformulation, d'appropriation de ces contenus pour en faire un cadre d'analyse partagé et un cadre d'action pour agir. Dans la dernière période, avec l'ADEME et avec le CNAM, on a construit une formation de 2 jours sur les modes de vie. Et on est en train, avec vous sur les territoires, d'engager les projets pilotes. Oui, c'est un parcours de plusieurs années. Et en fait, pour faire de l'innovation sociale territoriale, il nous faut du temps. L'autre chose qu'on a réussi avec le temps, je crois, c'est qu'on a construit un dispositif partenarial, il n'est pas parfait, on peut encore aller plus loin, pour accompagner les projets sur les territoires, mais qui embarque toutes les échelles territoriales sur la région. L'échelle régionale, l'échelle départementale, l'échelle intercommunale, l'échelle communale, jusqu'aux endroits de naissance des projets. Et ça, je regarde Julien dans la salle, je crois qu'à l'échelle nationale, ce dispositif n'a pas son pareil. Et je suis convaincu que pour accompagner de l'innovation sociale territoriale concrète sur les territoires, il faut embarquer du multi-échelle. Il n'y a pas une seule échelle, évidemment, vous le savez bien, qui peut porter le... Et ce que je voulais vous dire, c'est que, ayant dit ça, je pense qu'on est au début. Je pense qu'on a en fait ensemble, durant ces années, créé les conditions, ensemble, pour pouvoir maintenant engager une dynamique plus large, plus durable sur la région. On n'aurait pas pu démarrer ça avant. Oui, il fallait ce dispositif qui est à construire. Et pour faire ça, je pense, on le partagera largement dans la journée, je pense qu'on a 3 défis devant nous, sans doute d'autres. Le premier, c'est évidemment de continuer à creuser le travail d'innovation sociale territoriale sur les territoires, notamment sur les modes de vie. On en parlera dans la journée. Si on interrogeait Ludovic, il nous dirait « on est au milieu du gué ».
sur les modes de vie. Donc, continuez à creuser ce travail-là, et c'est tout le travail qu'on fait sur les territoires, et je salue les territoires qui nous rejoignent. Ça fait tellement de sens. Il faut des territoires précis, concrets, pour prendre le temps, pour pouvoir travailler avec des acteurs donnés, précis, sur des sujets précis. On n'est pas en train de philosopher. Donc, poursuivre ce travail-là. Le deuxième défi que nous avons devant nous, qui est un défi qui me semble considérable et qui est, je pense, la grande affaire de TES 4, et qui est construire précisément ce dispositif partenarial de déploiement de nos travaux, qui n'est pas l'agrandissement sans limite de l'équipe du collège, qui n'aurait aucun sens. Donc ça veut dire construire sur les territoires, avec des acteurs relais, des dispositifs d'essaimage, de déploiement. Et ça, vous voyez, il faut qu'on l'invente. Je pense qu'on a les conditions entre nous pour le faire, mais il faut qu'on le construise dans la prochaine période. Et on commence sur les territoires, on en parlera, on a un atelier là-dessus, mais avec le CIDEV en Vendée. Hier, on était dans le Maine-et-Loire avec tout un groupe d'acteurs. Voilà. On s'est engagé dans ces démarches-là. Et puis le troisième défi, c'est évidemment de faire émerger les sujets de demain. C'est le rôle qu'on s'est donné ensemble collectivement du collège. Think tank, do tank. Et là, peut-être que... Alors, c'était tout le sens aussi de l'initiative qu'on a engagée avec Karine, qui est là. C'est un travail prospectif qu'on a intitulé autour de l'entrée dans l'ère des chocs écologiques, qui évidemment sont déjà là. Mais évidemment, collectivement, il faut qu'on se pose la question de comment, sur les territoires, on va assumer ça et comment on travaille ensemble compte tenu du monde qui vient. De ce point de vue-là, peut-être, à mon avis, une chose majeure ressort, qui est qu'on a probablement comme devoir collectif de proposer des alternatives à la violence. On a commencé dans le travail prospectif à travailler sur la question de l'eau. C'est peu dire que c'est urgent, aigu, vous voyez. Et on voit bien comment aujourd'hui dans notre société, les tensions montent partout, les radicalités montent, les acteurs cherchent les issues. Et la violence, elle est là, latente, dans tous les... Donc la question qui nous est posée, je pense pour demain, ensemble, c'est quel type de dispositif on peut ensemble imaginer, construire, étayer, qui vont d'une façon concrète pouvoir justement proposer des alternatives à la violence. C'est dit d'une façon un peu lapidaire, oui. Dit autrement, je crois que dans la période qui s'ouvre, les uns et les autres, dans des circonstances diverses, on va avoir au jour le jour un choix redoutable à opérer. Celui de choisir le mouvement de la vie, qui n'est pas celui de l'inaction. Et nous démarquer, être vigilants par rapport à ce que les psys appellent la pulsion de mort, qui est si présente, si puissante, si fascinante, et qui n'est pas la voie de l'action efficace, et qui est plutôt la voie de l'impasse. Je pense que oui, le temps, je n'ai pas une boule de cristal, moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pressens que ça va venir nous chercher à cet endroit-là. Et que voilà, ensemble, il va falloir qu'on travaille aussi de ce point de vue. Et du coup, pour avancer là-dessus, je me disais, mais c'est quoi nos ressources ensemble? Alors, il y en a une auquel je pense tout de suite, dont je parle souvent, auquel on ne pense pas forcément, mais la qualité des liens entre nous. Je crois que c'est notre ressource première, profonde, la plus fondamentale. Les liens qu'on a construits entre nous, les liens qui se construisent, et puis les liens qu'on arrive à cultiver entre nous, les uns et les autres. Alors, ça me fait penser à une petite boutade, je fais juste une parenthèse, pour ne pas être trop sérieux. Ça me fait penser à une chanson que vous avez dû entendre pas mal dans la période, voire vous-même chantonner. On est là, on est là. Vous n'êtes pas d'accord, mais on est là. D'ailleurs, j'ai appris que ce refrain-là
en fait, il a été chanté par les Gilets jaunes, mais en fait, il vient du milieu du football. Et il était chanté par les supporters du football, notamment de Lens. Hein, Julien? Tu dois savoir ça. On est là, dans la gloire, ou comment ils disent ça? Dans la gloire ou l'épreuve, je ne sais plus, on est là. Et puis ce qui est drôle, ils disent, on est là, même si vous ne le méritez pas, il y a des soirs où il y a des soirs moins glorieux que d'autres, on est là, même si vous ne le méritez pas, on est là. Et puis je crois que ça vient aussi d'une chanson italienne au départ, avec des mots un peu différents, mais qui est plutôt la chanson de l'immigré italien qui quitte son village et qui se demande que sera la vie. Que sera la vie? Que sera ça? Alors, pour terminer, il y a un maître zen, Kodo Sawaki, de son petit nom, peu importe, qui disait à ses disciples, si tu veux être dans la plénitude, fixe des yeux l'instant présent. Fixe des yeux l'instant présent, c'est-à-dire écarte l'instant passé, ne te préoccupe pas de l'instant futur, fixe des yeux l'instant présent. Ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant dans cette formule, c'est, vous voyez, sa dynamique. En fait, derrière, on sent l'action qui est là. Mais c'est une action qui accepte de ne pas voir. Parce que si vous fixez dans les yeux l'instant présent, vous voyez. Mais en fait, c'est pas tant ne pas voir, c'est accepter de ne pas voir comme notre tête voudrait voir. Et c'est vrai que c'est peu dire, comment dirais-je, à certains moments, qu'on a du mal les uns les autres, enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, à voir quelle sera la lumière au bout du tunnel. Donc on dit, mais je voudrais voir à quoi va servir ce qu'on va faire, quel résultat on va atteindre. Voilà. Alors pour terminer, du coup, ça m'a fait penser, et je voudrais vous lire quelque chose, puis après je m'arrête. En fait, ça m'a fait penser à un témoignage qui à une époque m'avait beaucoup touché. C'est celui d'un romancier qui s'appelle Jacques Lucéran, qui est au fond pas très connu en France. C'est un garçon qui est né en 1924 et qui est devenu aveugle à 8 ans. Il a eu un accident à l'école, il a été poussé par des camarades, et puis il a buté sur un langue d'une table et il est devenu aveugle. Et à 17 ans, il est devenu résistant. Jeune aveugle, il a animé un réseau de résistance. Il a été pris par les Allemands en 1943, Buchenwald, il en est sorti vivant. Et à la sortie, il a écrit « Et la lumière fut ». Son témoignage, je vous conseille vraiment la lecture de ce bouquin, de ce témoignage. Je le trouve bouleversant. Et il décrit comment, en fait, il a appris à voir autrement. Et je vous lis juste, je n'y résiste pas, juste un petit passage. Oui. Je m'étais donc rétabli avec une vitesse que seul l'enfance peut expliquer. C'est au début du bouquin. Il est à quelques jours de son accident. Aveuglé le 3 mai, à la fin du mois, je marchais de nouveau. Je me revois encore dans le champ de Mars où, quelques jours après mon accident, mon père m'avait emmené en promenade. Je connaissais bien ce jardin, mais je ne voyais plus. Je crus un instant le monde perdu. Tout semblait épuisé, éteint, et je fus pris de peur. C'est alors qu'un instinct, j'allais presque dire une main se posant sur moi, m'a fait changer de direction. Je me suis mis à regarder de plus près, non pas de plus près des choses, mais de plus près de moi. À regarder de l'intérieur vers l'intérieur. Cessant de mendier au passant le soleil, je me retournai d'un coup et je le vis de nouveau. Il était là dans ma tête, dans ma poitrine, paisible, fidèle. Il avait gardé intacte sa flamme joyeuse. Montant de moi, sa chaleur venait battre contre mon front. Je découvrais dans le même instant la lumière et la joie.
Je n'ai pas pu le dire pendant des années. Vers l'âge de 14 ans, j'ai donné à cette expérience qui recommençait à chaque seconde en moi un nom. Je l'appelais mon secret. Alors, ça me parle parce que je me dis, au fond, alors pas d'une façon aussi exceptionnelle, hein, mais au fond, est-ce que ce n'est pas la grande aventure dans laquelle nous sommes engagés, à savoir apprendre à voir autrement, différemment, de côté. Et ça me fait penser, pour terminer, à ce que nous raconte Florence Brunois, qui est une ethnologue que certains d'entre vous connaissent et qui intervient dans le parcours de formation et qui nous raconte à quel moment, donc elle est devenue une familière d'une tribu qui s'appelle les Kassois en Nouvelle-Guinée. Donc elle voyage entre les deux mondes. Et elle nous raconte comment, au bout d'une longue période, plus d'1 an, elle a basculé. Et donc, en fait, les Kassois marchent dans la forêt, mais ils marchent très vite, en fait. Ils courent presque dans la forêt. Et en fait, dans la forêt, on ne voit rien. Et donc, elle, en tant qu'occidentale, en fait, son repère premier, c'est le regard, c'est les yeux. Et donc, elle nous raconte comment, pendant des mois et des mois, elle a essayé de les suivre avec le regard, alors même que de toute façon, c'est peine perdue, on ne voit rien. Donc, elle tombait régulièrement, etc. Et elle raconte qu'un jour, précis, à un moment donné, elle a basculé et elle a fait le passage du regard vers l'ouïe. Et elle s'est mise à pouvoir les suivre, à pouvoir marcher vite avec eux. Oui. Et de ce jour-là, les Kassois l'ont considérée comme l'une des leurs. Et voilà, c'est un exemple qui, moi, je trouve tellement parlant, mais vous voyez comment, en fait, on peut, dans certains exemples, passer d'un mode à un autre. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je nous souhaite, les uns et les autres dans cette journée, de partager nos secrets. De partager les secrets des uns et des autres qui nous mènent vers plus de joie, plus de capacité à faire ensemble, plus de capacité à voir les choses différemment. Et je vous souhaite vraiment une journée pleine de joie, pleine de lumière, pleine d'idées à partager. Et encore une fois, on est ravis de vous accueillir. Voilà. Merci Samuel. Du coup, on va commencer à rentrer dans nos sujets. Donc, on vous propose à présent une table ronde intitulée « Changer les modes de vie, entrons au cœur de notre démarche collective d'innovation en faveur des transitions ». Donc, je vais inviter à nous rejoindre un certain nombre d'intervenants. Donc, Joël Balandreau, qui est président de la communauté de communes des Couévrons. Voilà, merci. Myriam Bourrasso, la directrice de Famille Rurale Vendée, qui est là, super. Emmanuel Franco, que j'ai vu aussi, président de la communauté de communes du Val-de-Sarthe. Bérangère Soulard, la présidente de la communauté de communes du Pays de Pouzauges. Et Patrick Villalon, qui est le vice-président du CIDEV et vice-président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Et Ludovic Bertina pour animer cette table ronde. Il n'y a pas de plan de tram. Il n'y a pas de plan de tram. Allô, vous m'entendez? Ouais. Donc bonjour à tous. Samuel nous invitait à regarder un peu autrement. Donc on va essayer de regarder autrement, essayer de voir comment les uns les autres, on essaye de changer les modes de vie sur nos territoires. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que nos modes de vie ou nos pratiques, comme on dit, elles résistent. Elles résistent. Quand vous regardez les chiffres, on peut regarder plein de chiffres, presque au hasard. On voit qu'aujourd'hui, 72% des personnes préfèrent se déplacer quotidiennement en voiture aujourd'hui.
Quand on regarde l'alimentation, par exemple, si on prend un chiffre au hasard, 12% des cantines en Pays de la Loire respectent les objectifs de la loi Egalim. Donc 50% d'alimentation durable et de qualité, 20% de bio, mais que 12% qui respectent ça. On peut en prendre encore un autre. Vous prenez n'importe quelle poubelle en Pays de la Loire, les poubelles grises, 35% des déchets qui sont dedans pourraient être valorisés en biodéchets, etc., etc. Donc voilà, on pourrait continuer les sujets. Et donc on voit que malgré des décennies de sensibilisation aux enjeux climatiques, malgré l'enchaînement des politiques publiques en faveur des transitions, toutes plus ambitieuses que les autres, l'une que l'autre, on voit que les modes de vie ne changent pas. Alors comment on peut inventer ensemble de nouvelles manières de faire pour essayer d'accélérer les choses, c'est un peu le sujet de la journée, c'est aussi un peu notre slogan au Collège des Transitions, comment on peut accélérer les choses. Donc vous savez que, Samuel l'a déjà dit, en partie le collège est né de l'intuition qu'il fallait agir de façon systémique, qu'il fallait agir de façon plus systémique pour essayer de changer les modes de vie. Et donc toute l'histoire du collège, je crois que ça fait bientôt 10 ans que le collège existe. Toute l'histoire du collège est basée sur cette intuition et comment on opérationnalise cette intuition, comment on passe de l'intuition au projet concret. Et donc, il y a eu ces plusieurs phases que Samuel a évoquées. Phase d'abord d'appropriation d'un cadre d'analyse, phase après de digestion avec tous les partenaires, les acteurs à qui on est très redevable, où on est pleinement impliqués tous dans ce travail, avec un outil qui est sorti, une roue des modes de vie, une formation, etc. Et aujourd'hui, on arrive au stade de l'opérationnalisation et de lancer des projets pilotes. Et donc, c'est un peu ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir un peu la machine. Vous savez, inventer un projet pilote, ou lancer des projets pilotes sur ce sujet des modes de vie, c'est un peu comme créer des petits rouages d'une machinerie dont on n'aurait pas le mode d'emploi. Donc on crée ces petits rouages et après on va se dire comment on assemble tout ça pour essayer d'accélérer les choses au niveau des territoires, au niveau départemental peut-être, au niveau régional, au niveau national, au niveau international, mais là c'est déjà plus du tout de notre sein. Donc ce qu'on vous propose, c'est un peu d'ouvrir cette machinerie, comme on disait, entrons au cœur de notre démarche collective pour essayer de voir comment les uns et les autres, vous êtes tous des acteurs territoriaux, même toi Myriam, vous êtes tous des acteurs impliqués sur des territoires, et donc c'était de voir un peu comment vous essayez de changer ces modes de vie. Ça vous va comme chemin ensemble? Donc une première question. La première question, je la poserai plutôt à Patrick, à Joël et à toi, Myriam, parce que vous êtes tous les trois en train de lancer un peu des démarches d'expérimentation. Vous êtes un peu au départ. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous aimeriez lancer, vous sentez qu'il faut lancer des démarches d'expérimentation sur ce sujet des modes de vie. Quel est le sujet ou les sujets qui vous intéressent sur ces territoires? C'est intéressant de savoir si les territoires sont intéressés et pourquoi. Et quelles expérimentations, quel est le premier pas qu'on va lancer? Je ne sais pas qui veut commencer. Je crois qu'il y a plusieurs micros. Vas-y Patrick. Vas-y. Merci d'abord de nous donner l'occasion de nous exprimer dans cette table ronde. Alors, moi, ce qui me semble, c'est qu'on est quand même arrivé à un moment tout à fait favorable au regard des collectivités territoriales et des communes et intercommunalités. Je pense qu'on est à un moment où on est tous confrontés à ce sujet des plans climat qui
on conduit les intercommunalités à bâtir des projets, mettre en place des actions, définir un certain nombre de stratégies. Et on se rend compte à travers cette réflexion et la mise en place de ces actions, c'est que, en fait, on a en partie la main, mais les élus n'ont pas la main. C'est-à-dire que toutes les actions, ou une grande partie des actions qui sont mises en place, ne pourront fonctionner, ne pourront aboutir que si elles sont prises également en main par la population. Et je crois que pour moi, ça a été un élément vraiment déclencheur. On se rend compte à ce stade que les plus belles actions qu'on pourra mettre en place, eh bien, elles resteront dans un tiroir si personne ne s'en empare. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à embarquer la population, à partager ses convictions, à voir comment est-ce qu'on est capable d'arriver ensemble. On l'a vu à travers les expérimentations qu'on a pu mener depuis 2015 sur le territoire vendéen, où on voit que c'est pas simple, qu'il faut construire ensemble, qu'il n'y a pas d'un côté des élus et de l'autre côté une population. Il faut vraiment tout partager pour y arriver. Et comment est-ce qu'on y arrive? Alors, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. Je pense aussi qu'il faut être extrêmement pratique. Et voilà, on a eu cette période de théorisation que rappelait Samuel tout à l'heure. Elle est importante, elle est nécessaire, mais à un moment ou à un autre, il faut agir. Donc, c'est difficile de se lancer parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, quand on saute dans le vide, c'est un petit peu compliqué. Donc, comment est-ce qu'on avance? Et je crois qu'on a justement, à travers ces étapes préalables de réflexion, on a quand même un certain nombre de pistes qui a été rappelées tout à l'heure. Donc on a aujourd'hui des outils qui doivent nous permettre d'avancer. Mais pour être en capacité d'embarquer, et quand je dis embarquer, c'est embarquer tout le monde. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la population, mais il y a aussi toute la relation entre les élus de la communauté de communes et des communes. Voilà, on n'est pas forcément dans les mêmes temps, dans les mêmes approches, dans les mêmes envies. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça en place? Et donc, notre objectif a d'abord été de trouver les sujets sur lesquels on allait pouvoir pratiquement avancer. Alors là, on était confronté à un problème, c'est il y avait trop de sujets sur lesquels on pouvait travailler. Donc, compte tenu de notre territoire et de nos expériences, de nos enjeux, on est parti sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est celui de la mobilité. Aujourd'hui, donc on a un territoire qui est donc Vendée Grand Littoral, qui est un territoire littoral, côtier, avec beaucoup de déplacements à vélo, mais surtout l'été. Voilà. Comment est-ce qu'on arrivait à engager notre population à entrer dans une mobilité douce notamment? Voilà, c'est le premier sujet sur lequel on travaille. Donc, on a les outils qui sont en place. On travaille sur le plan de mobilité simplifié. On a un certain nombre de choses. Mais comment est-ce que on embarque la population, Comme on le dit assez régulièrement, c'est pas qu'en faisant des pistes cyclables qu'on mettra les gens sur des vélos. Il faut qu'ils aient d'autres envies pour le faire. Donc, comment est-ce qu'on le construit ensemble? Comment est-ce qu'on trouve les relais localement pour justement être en capacité d'avancer? Et puis, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel on a souhaité s'engager également, alors c'était aussi un peu la circonstance, puisque le territoire a mis en place l'année dernière, enfin, début 2022, la redevance incitative, donc avec des bouleversements dans le mode de fonctionnement, plus ou moins bien ressentis, plus ou moins bien acceptés. Donc, comment est-ce qu'on était en capacité de réfléchir sur cet aspect déchets, avec en plus l'arrivée au 1er janvier 2024 du traitement, de la collecte des biodéchets. Donc, comment est-ce qu'on allait faire ça?
Bon, c'est pas simple. Tu disais tout à l'heure, Ludovic, effectivement, dans la poubelle, il y avait 30% de compostables, mais il y a aussi 30% de produits qui devraient être dans le tri. Donc voilà. Je voulais être positive. Donc voilà. Donc on voit que là aussi la solution elle passe par une modification du comportement. C'est-à-dire, mais faut être dans l'incitation, faut être dans le partage, faut être dans la conviction pour que on arrive à embarquer les gens. Donc voilà pourquoi on y va, parce que c'est une opportunité, parce que c'est une nécessité. Le calendrier est là. Et 3, on a un certain nombre d'actions qui peuvent nous permettre concrètement, pratiquement, d'avancer sur ce sujet-là. Merci Patrick. Et on est très content aussi de partir avec vous. Toi Joël, tu veux... Alors, nous, pourquoi on part? Alors, pour présenter le territoire en juste 2 mots, c'est un territoire très rural au milieu de la Mayenne et qui est, je vais dire le mot comme ça, comme ça je vais le sortir, je ne l'ai jamais dit ensemble, mais par nature conservateur et traditionnel dans son élevage et dans l'acception qu'on a du monde rural en général. Donc voilà, on est là et on pourrait avoir l'impression de ne pas être dans le moment. Vous avez parlé du moment tout à l'heure, Samuel. Et moi, je suis persuadé que tout ce qu'on aura à faire et à changer, on va voir la plus grosse problématique qu'on aura, c'est pas de prendre conscience ou d'être capable de faire des choses. On a fait des méthaniseurs, des réseaux chaleur-bois, enfin, on fait beaucoup de choses qui sont pour le coup dans le moment. Mais je suis pas sûr qu'on embarque les gens tout le temps. Alors que pour autant, le territoire, il est extrêmement cohérent, il préexiste et on en hérite, puisque dans les années 60, la Comcom comme elle est actuellement était déjà un CIVOM, donc on n'est pas sur une fusion administrative très récente et artificielle, etc. Donc on est sur un territoire qui a du sens, donc on a une habitude de travailler ensemble qui préexiste. Mais dans le moment, dans la capacité qu'on aura à faire accepter les choses, il faut effectivement qu'on se retrouve. Je ne suis pas sûr de comprendre le moment, mais j'accepte d'y réfléchir et avec les gens du territoire. On s'est lancé parce que, et sur un projet spécifique qui sera le côté projet alimentaire, notre territoire, il est agricole et agro-industriel. La Mayenne, c'est un produit d'agriculture. On vend sur toute la France et dans le monde. Donc on produit pour une grande partie à l'extérieur du territoire. Et pour autant, là, il n'y a pas un produit gastronomique mayennais, il n'y a pas de production locale vendue en local de façon très intense, par exemple. Donc c'est une question qui est interpellante quand même dans les modes, dans les façons de faire. Et donc choisir l'alimentation, c'est pas mal parce que c'est là où on vit toutes nos schizophrénies localement et où pour autant il y a une vraie culture, il y a un vrai passage à faire entre nos anciens ruraux qui aujourd'hui ont des jardins ouvriers et puis des jeunes à qui on promet de faire des fermes urbaines ou autres et dont on se dit ce sera facile. Et on sait bien que faire pousser une tomate ou des pommes de terre tous les ans, en quantité pour se nourrir, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui demande extrêmement de travail et qui physiquement fait très mal au dos comme aux mains. Et donc voilà, tous ces moments-là qu'on vit, moi je voudrais pas que notre territoire se sente décalé et dans le moment gilet jaune, dans le moment de crise démocratique qu'on vit, qu'on a vécu et qu'on vit encore. Voilà, notre territoire pourrait être en retrait si on prend pas les bonnes... si on n'utilise pas les bons termes, si on ne va pas chercher les gens, si on ne va pas travailler ensemble. Donc après, de façon très concrète, comme on est venu ici aujourd'hui, on a fait projet territoire aussi il y a quelques temps, de façon extrêmement participative. On a tiré au sort 10% de notre liste électorale pour faire participer des gens à un projet de territoire. Et donc ça a été très, très, très suivi. Donc beaucoup de gens sont venus qu'on n'attendait pas. On s'est rendu compte que ça marchait pour le coup. Donc on a eu énormément de réponses et on a fait une assemblée de territoire avec 200 personnes issues des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, on va dire. Parce qu'en fait, quand on fait de la démocratie participative, souvent on retrouve les mêmes que ceux qui étaient chefs associatifs dans le truc avant. Donc là, on a redécouvert des gens qu'on n'avait pas. Et après, c'est des rencontres et des moments. Alors, mon directeur est là et Madame Bourron, qui participait de ce moment de démocratie participative, ont entendu parler de vous. Et je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait exactement, mais c'est par nos agents que c'est venu, pour être très clair. Mais c'est pas neutre, parce que voilà, faut dire comment on arrive là. C'est pas tout à fait du hasard. C'est quelques gens qui
qui savaient de quoi il retournait, de quoi il s'agissait, qu'on su embarquer au moins un élu, et puis après, il faut embarquer les autres, il faut incarner le bazar, le porter. Parce qu'en fait, les mots que dit Samuel, c'est aller les répéter dans votre conseil communautaire. Non mais voilà. Donc nous, voilà, il a mis beaucoup de temps à conceptualiser les choses et à les rendre audibles pour nous. Après, nous, on les rend, voilà, on les a à peu près compris, peut-être pas tout, hein, mais on a tout entendu. Et après, il faut que j'aille le transformer et qu'on aille le dire à d'autres qui sont à une autre étape de leur conceptualisation, pour dire les choses sobrement. Mais l'enjeu, il est là pour nous aussi, hein, clairement, sur le moment de transformation et les courroies qu'on peut être. Voilà. Donc on est ravis d'y être, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va arriver tout à fait. Mais nous, voilà, on va vivre autour de l'alimentation un sujet voilà, de partage des transformations qu'on a sur notre territoire et puis de transformation d'un monde agro-industriel qui va le rester longtemps de toute façon, mais au moins que chacun, parce qu'un ouvrier n'est pas un agriculteur et quand il est dans un monde agro-industriel, il n'a aucune notion en fait de comment a été produit ce qu'il a produit et en fait il le mange pas forcément et voilà, Ouais. bon, on en parlera tout ça Non, plus mais tard. on sent bien que sur votre territoire, il y a cette problématique, enfin, ou cette sensibilité à être dans le moment, mais avec tous. Et donc, c'est comment on va chercher tout le monde, comment on laisse personne sur voilà, sur le terrain, et comment on évite les polarisations aussi entre les nouveaux arrivants, les historiques, etc. Mais on en reviendra peut-être tout à l'heure. Myriam, tu veux aussi nous dire pourquoi Famille Rurale s'embarque dans cette aventure aussi? Oui, Depuis alors, un an, Famille Rurale, depuis un an, on est avec vous. Nous, on s'embarque dans l'aventure parce que vous arrivez aussi, vous, je pense, à une étape où l'expérimentation, nous, ça nous va bien comme méthode, puisque nos associations locales sont voilà, au quotidien, elles, dans l'action, dans leur commune. Et c'est une démarche qui leur parle, voilà, plus que toutes certainement les étapes de théorisation que vous avez fait précédemment. Et à Famille Rurale, ce qu'on a identifié voilà, quand on a commencé à travailler avec vous, c'est que finalement, dans nos restaurants scolaires, il y a déjà beaucoup d'initiatives. Certains sont partis sur les circuits courts, d'autres sur les modes de cuisson, d'autres sur comment accueillir les enfants pendant la pause méridienne, de façon à ce que ce soit un temps aussi de bien-être et pas du bruit incessant, de manger rapidement, etc. Et puis, on a identifié notre restaurant scolaire de la Gaubretière, qui lui avait réussi à balayer les 3 thématiques en même temps. Et là, on s'est dit, c'est génial, parce que finalement, certaines forces vives sont capables de se poser avec leur collectivité, parce que là, l'association Famille Rurale de la Gaubretière, pour pouvoir faire tout ça, elle a travaillé avec la collectivité. Et puis, ils ont trouvé les moyens en interne de faire mieux, à coût constant, parce que quand on parle d'alimentation aussi, et d'alimentation saine et durable, parfois on peut faire un raccourci en se disant ça coûte plus cher. Bon, ben, nous, on a la démonstration que ça ne coûte pas plus cher, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis, on a fait le rapprochement à un moment donné avec le plan alimentaire de territoire du Pays de Mortagne. Et la fédération, là, on s'est dit que nous, notre rôle, c'était de pouvoir se saisir de l'expérience de la Gaubretière et puis de pouvoir la faire résonner sur les autres restaurants scolaires de ce territoire-là, dans un premier temps, qui puissent travailler ensemble. Et puis après, soyons fous, imaginons-le à l'échelon départemental. Voilà. Donc nous, on s'embarque avec vous sur la restauration, l'alimentation, de se dire comment demain on peut imaginer une restauration collective différente. Et puis on s'embarque avec vous aussi sur la mobilité et le pays de Pouzauges,
où là, on a une autre histoire. C'est plutôt le pays de Pouzauges qui est venu nous chercher. Bérangère, tu me corrigeras, évidemment. Mais donc, le pays de Pouzauges est venu nous chercher parce que eux, ils souhaitent travailler sur les mobilités, notamment. Et puis, nous, on a la faculté de pouvoir embarquer les familles. Et quand on parle des mobilités, notamment sur la notion de domicile-travail, eh bien, on touche forcément à comment vit la famille au travers de son organisation dans la journée. Et la famille, dans la journée, elle a besoin de déposer ses enfants à l'école, elle a besoin de l'accueil périscolaire, et c'est autant d'étapes qui existent dans le trajet domicile-travail. Donc on s'embarque aux côtés du pays de Pouzauges pour, nous, de notre côté, essayer d'amener des nouvelles idées, des initiatives, des solutions sur ces étapes-là obligatoires dans la famille, et que l'on puisse se donner les moyens de pouvoir innover sur le trajet domicile-travail. Oui, Voilà. on est très content aussi de s'embarquer avec vous sous un autre prisme. En fait, c'est vraiment s'appuyer sur les associations pour voir les forces vives, comme tu as dit, du territoire, pour voir comment ces forces vives portent aussi des projets sur le territoire, des projets qui se construisent avec les acteurs publics, mais s'appuyer sur ces volontés aussi. Je donnerai la parole à Bérangère. Je vais donner la parole à Bérangère et Emmanuel parce que vous êtes un peu nos acteurs historiques là dans cette table ronde. J'allais dire dinosaure. Non, historique, c'est gentil, non parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a engagé des démarches. Depuis un an, on est rentré vraiment dans le dur des expérimentations en lançant des projets pilotes vraiment orientés changement des modes de vie. Et donc, ça peut être intéressant de vous entendre là, un an après. On sait que changer les modes de vie, c'est sur le moyen terme, c'est 4-5 ans. On observe peu de changements de pratique, mais déjà à un an, qu'est-ce que vous observez ? Comment vous êtes pris ? Voilà, ces deux petites questions déjà pour démarrer, ça pourrait être bien. Bonjour à tous, je suis très très heureuse d'être là. Alors déjà, je voudrais rassurer mon voisin en disant en vous disant que vous avez bien raison de vous embarquer, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je dis à mon prédécesseur qui est là, Dominique, que c'est le plus beau dossier qui m'a refilé quand j'ai pris la présidence de la communauté de communes. Cette belle aventure, nous, sur le pays de Pouzauges, ça fait quand même un certain temps qu'on y travaille. Alors, quand on a commencé à travailler sur les transitions, c'était plutôt sur un volet écologique avec toutes les transformations environnementales et tout ce qui concerne les énergies nouvelles. Et puis, on a voulu aussi relever le défi, et Dominique avait, avec l'équipe précédente, commencé à travailler sur la gouvernance, donc le faire ensemble. Donc, quand on est arrivé, nous, les nouveaux élus, on a pris les sujets à bras-le-corps. Alors, je pense qu'ils avaient très bien semé parce qu'ils avaient réussi à nous embarquer dans cette aventure. Donc, nous, ça s'est traduit par d'abord le projet de territoire, et puis après des nombreuses étapes sur notamment la notion du travail collectif et du faire ensemble, et un peu ce qui se passe sur votre communauté de communes. Nous, on a décidé là, depuis un an, de travailler concrètement sur les changements de mode de vie et notamment les mobilités, parce que tu l'as dit aussi, on est quand même contraint par des tas de choses qui nous arrivent du gouvernement et des plans qu'on doit décliner. Donc, il faut forcément qu'on s'active un peu et qu'on fasse aussi notre job. C'est aussi dans notre responsabilité. Donc, on a décidé, nous, sur le projet pilote qu'on a défini avec l'ensemble des élus de la communauté de communes, de revoir les mobilités, enfin en tout cas les modes les changements de mode de vie dans une zone économique. Donc c'est la zone économique un peu phare du territoire, 1500 salariés qui
s'y côtoient au quotidien, 40 entreprises avec des entreprises très grandes et puis d'autres beaucoup plus petites. Et c'est de se dire, donc ce travail il avait déjà été engagé un petit peu dans la mandature précédente sur la requalification de cette zone. Et là, on s'est dit, on stoppe tout. Donc déjà, on dit au cabinet d'études, vous arrêtez, parce que les cabinets d'études, on les aime beaucoup, mais ça nous coûte cher et quelquefois, ça ne répond pas à nos objectifs. En tout cas, dans les cahiers des charges. Donc là aussi, je pense que nous, élus, on a une responsabilité à faire bouger le cahier des charges des bureaux d'études, mais ça, c'est un autre sujet. On pourra en dire beaucoup d'ailleurs. Et donc, on a commencé à dire au bureau d'études, stop, on s'arrête. Et nous, on veut prendre le sujet de façon différente. C'est-à-dire qu'on veut embarquer les entreprises, les chefs d'entreprise, les salariés, et on veut transformer cette zone en un village d'entreprise où il fait bon vivre. On est heureux de venir travailler, on l'espère. Mais en tout cas, quand on y vient en sécurité pour se déplacer et on y vient aussi pour se rencontrer. Donc, on a fait un certain nombre de séances de travail, de rencontres avec les chefs d'entreprise, avec les salariés. Et on a défini, parce que ça a été dit aussi précédemment, il y a plein de sujets. Quand on commence à toucher aux transitions écologiques et sociétales, il y a plein de choses. Il y a les déchets, il y a tout ce qui est en lien avec les nouvelles énergies, et il y a la mobilité. Donc on s'est dit, nous, on va se focaliser sur 2 sujets. Donc se déplacer autrement, ça c'est le premier objectif, et 2, se rencontrer. Parce que quand vous avez une zone économique au pied d'une commune, on se dit il y a aussi des passerelles, il y a des liens à créer aussi pour que cette zone, elle ne soit pas qu'un lieu de travail, mais on puisse aussi y venir sur des temps un peu plus informels, le week-end, venir s'y balader. Donc on veut faire de cette zone plutôt un village de travail qui puisse aussi, pour que toute la population de Pouzauges, mais aussi du territoire, se sente concernée. Donc, on en est là. On a beaucoup travaillé. Donc après, on a quand même réintégré le cabinet d'études, parce qu'on leur a dit quand même, on a un peu bossé. Donc voilà maintenant ce qu'on vous demande. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans la démarche, parce que au-delà du sujet de fond, qui est changement de mode de vie, c'est comment on arrive à embarquer tout le monde, quoi. Comment à chacun on transmet cette envie de se dire on a une responsabilité à faire bouger les choses. Et en fait, moi, là où je suis vraiment scotchée, et pourtant on connaît bien le mode participatif. Enfin, on a quand même quelques façons de faire, mais en fait, on se rend compte que les gens, ils se révèlent, et quand on va les toucher sur ce qui les touche. Et chacun d'entre eux a quelque chose à dire sur ce sujet-là. Et ça va. Et eux, ils vont y contribuer chez eux, dans leur famille, avec leurs voisins. Donc, il ne faut pas avoir peur du collectif. Au contraire, il faut s'en servir comme une force. Alors après, ça ne nous empêche pas. Moi, c'est toujours ce que je dis. Et c'est pour ça que je n'aime pas utiliser le mot démocratie participative. C'est de dire à un moment donné, nous, les élus, on a une responsabilité de faire des choix. Et donc, en fait, on doit assumer ça après, quoi. Donc, cette démarche, elle est... moi, je suis plutôt... on est très heureux de la direction que ça prend. Donc là, on est plutôt sur... donc, concrètement, après les groupes de travail, on a décidé, donc, les entreprises entre elles, elles vont réfléchir sur une modification des horaires. Parce que si on parle de covoiturage ou de changement de mode de vie, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on s'harmonise entre celles qui font les 3-8, les 2-8, qui travaillent en journée, le personnel administratif, ceux qui travaillent en production. C'est au moins qu'eux se mettent autour de la table. Donc nous, on a contribué à ce que les entreprises entre elles, elles vont se parler et commencer à réfléchir entre elles sur comment on peut favoriser avec les changements d'horaire peut-être davantage le covoiturage. On a décidé aussi d'adhérer à une plateforme de covoiturage pour le domicile travail salarié avec la plateforme Carrosse. Donc voilà, on a lancé ça la semaine dernière. Il y a quelques entreprises qui sont parties dans l'aventure de faire eux-mêmes
une espèce de carte de covoiturage. Donc, je vais prendre une entreprise, l'entreprise Longchamp qui fait déjà ça dans son entreprise, c'est-à-dire que le matin, les salariés, ils mettent sur une carte où ils habitent et ils voient comment ils peuvent s'organiser sur le covoiturage. On va faire aussi 2 journées un peu de lancement de ce projet-là pour que ça parle à tous les salariés parce qu'on n'a pas pu toucher les 1500, c'est pas possible. Donc, on a 2 journées de temps fort sur la zone. Donc voilà concrètement comment petit à petit on fait changer les choses. Ouais. Et en même temps, on va travailler sur l'autre objectif qui est de se rencontrer. Donc comment on favorise à l'intérieur de la zone des zones de rencontre, de discussion. Peut-être aussi ça passe, et ça on le sait, par les moments de convivialité, avec notamment les moments de détente sur les repas, les pauses. On essaie de travailler sur ce sujet-là. Donc voilà. On fait des petites choses, mais on voit qu'il y a une belle dynamique collective qui s'est vraiment lancée avec, entre vous et les entreprises, avec, comme tu le disais, ce réseau de référents mobilité. Chaque entreprise maintenant a désigné un référent, etc. Donc, on voit bien qu'en tout cas, pour réussir ces enjeux-là de changement de pratique, chacun doit faire sa part. Et là, dans votre exemple, à Pouzauges, les entreprises commencent à faire leur part et on voit que c'est du structurant. Les parkings, comme tu le disais, les cartes et l'animation en fait que ça suppose. Enfin oui, donc voilà. Ouais. L'harmonisation des horaires, c'est ça que je Moi, cherche. ce que je vais compléter par rapport à ce que disait Patrick, c'est que l'idée que le territoire, il faut qu'il soit, enfin, j'aime pas trop l'expression, mais il faut qu'il soit mûr. Enfin, il faut que tous les acteurs soient prêts. En fait, il faut que les planètes soient un peu alignées, quoi. Et c'est pour ça qu'on sentait bien que du côté des entreprises, il y avait aussi une vraie réflexion. Et d'abord, elles aussi, elles sont contraintes par certains cadres, comme elles travaillent toutes sur la question du RSE dans leurs entreprises. Enfin, il y a des tas de choses qui leur arrivent aussi, et c'est ça tout l'enjeu. Et puis, le défi qu'on va se lancer maintenant, c'est plus sur les salariés en tant que tels. Et là, la présence de Famural va aussi nous aider pour toucher les familles qui viennent travailler dans cette zone et qui ont eux-mêmes des contraintes. Donc, mais c'est un travail, c'est sur du très long terme. Et vous avez raison de dire que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas pour aujourd'hui qu'on travaille, c'est pour demain, quoi. Ouais, on travaille pour demain, on s'appuie sur les volontés, parce que vous savez repérer les entreprises qui ont envie, et puis on touche déjà à du structurant, ce qui est quand même assez impressionnant au bout d'un an. Enfin, c'est quand même, on a envie de vous féliciter pour cette première année quand même. Emmanuel, tu veux nous parler un peu de ton projet ? C'est bon. Avec plaisir. Petit rappel, donc on connaît au Val-de-Sarthe le collège des transitions depuis 2020, puisque le collège nous accompagnait dans l'écriture de notre projet de territoire. Donc ça fait 3 ans. On a eu beaucoup de preuves d'amour, n'est-ce pas Bernard? Des deux côtés, on a toujours travaillé ensemble et c'est vraiment intéressant. Et une des preuves d'amour, parce que faire un projet de territoire c'est bien, ça mobilise pas mal de personnes, c'est beaucoup d'écriture, mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait et comment on passe, j'ai envie de dire, à l'acte. Donc on a défini trois projets pilotes et on a commencé vraiment sur un projet pilote d'aménagement de routes sur donc les mobilités, travailler sur les mobilités douces parce que c'est quelque chose qui reste au niveau des communes, de la communauté de communes, puisque notre communauté de communes du Val-de-Sarthe adhère à un pôle métropolitain qui, lui, va gérer plutôt la mobilité sur tout ce qui est infrastructure plus lourde, enfin transport, ligne express et j'en passe. Par contre, la mobilité douce est plutôt restée à l'échelle de nos communautés de communes et de nos communes. Et donc, nous avions la communauté de communes, la mobilité... on ne sait pas faire, quoi. On apprend en marchant parce qu'on n'a pas cette compétence-là. Et c'était plutôt les communes qui géraient ça, plutôt sous un aspect sécuritaire et un aspect infrastructure. Et donc sur un territoire précis, entre deux communes qui se jouxent en ayant quand même deux centres-villes un peu éloignés, mais une juxtaposition d'une partie agglomérée.
dans lequel donc il y a de la maison, il y a de l'entreprise, et les deux communes gentiment s'étaient rapprochées l'une de l'autre en faisant un très beau projet avec des belles pistes cyclables, des beaux trottoirs. Et comme c'était une voirie communautaire, est venu voir le président de la communauté de communes et lui dit ça te fera 400 000 €. Ouais. Bien, le budget annuel de la voirie que nous consacrons. Donc, évidemment, on était en plein dans la réflexion sur ces transitions, comment embarquer les habitants. Et donc, on a dit on peut pas travailler comme ça, parce que je pense qu'on a oublié. Vous avez oublié des acteurs sur le périmètre sur lequel nous devons travailler. Donc, les acteurs étaient les entreprises, les habitants, les collectivités aussi, parce qu'il y a dont la communauté de communes, parce qu'on a deux pôles, une sur les deux communes en question, et on s'est dit on peut pas travailler comme ça. Donc c'est vrai qu'on apprend en marchant, hein, on tâtonne, on essaye de faire des choses. Donc maintenant, comment embarquer les habitants, ça a été une des questions. Mais auparavant, on a travaillé avec les entreprises en faisant des questionnaires au niveau des entreprises pour connaître leurs salariés, où est-ce qu'ils habitaient, à combien de kilomètres ils habitaient de ce lieu de travail. Je crois que c'est 20% qui habitent à moins de 10 kilomètres ou quelque chose comme ça des entreprises. Donc un élément que les communes n'avaient pas perçu et qui est à mon avis un élément important de connaître. Ensuite, les habitants, on est allé chercher les habitants aussi. Alors là, comment on est allé chercher? Je me souvenais toujours aussi de ce que disait Bernard. C'est bien beau de mettre des flyers, des Facebook, des posts sur les Facebook, etc. Ça suffit pas pour aller chercher les habitants. Ça suffit pas du tout. Donc, en fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Alors, je peux le faire parce que c'était sur une courte distance, etc. Et ben, je me suis cogné tous les habitants en allant dire voilà, je vous invite à la réunion pour venir participer. On a besoin de vous. Ah bon, pourquoi d'après vos communes, il y a des problèmes de sécurité, mais c'est pas que ça. On veut voir les choses autrement. Et vraiment, j'ai fait ce travail d'invitation et ça a été plutôt intéressant. Et on a eu des bons résultats. Alors, je me souviens plus, Aurélie, le nombre de personnes qu'on a eu dans la salle, mais c'était 70 habitants, où là, on leur a parlé que nous, on n'avait pas de projet défini, parce qu'ils avaient déjà entendu un peu, bien sûr, du projet des deux autres communes. Donc nous, on a dit, on veut travailler avec vous, on a quelques orientations, parce qu'on a travaillé le serrément en lien. On a quelques orientations, on a besoin de voir un peu pour qu'on avance sur le projet, comment on fait. Alors il y avait une orientation, c'est pour vous dire que les modes de vie, ça va pas être facile à faire changer quand même. On avait une orientation, c'est-à-dire qu'on mettait la route en sens unique. Alors là, je peux vous dire, c'était le tollé inévitable, parce que vous vous rendez compte, il va falloir qu'on change nos habitudes, on ne va pas aller à pied chercher notre pain qui est juste derrière, etc. Il va falloir qu'on fasse le tour. Enfin, c'est assez intéressant. Donc on a bien compris que celui-là, on n'irait pas tout de suite. Donc ce qu'on s'est dit, on va peut-être, on s'est dit, on avait préparé un peu les choses, on va proposer l'expérimentation. C'est-à-dire que, voilà, le CEREMA a fait plusieurs schémas d'expérimentation, des écluses, des rétrécissements, en fonction de la route, de sa largeur à certains endroits, en fonction des entreprises. Et vraiment, on a proposé cette expérimentation et aujourd'hui, l'expérimentation va se mettre en place normalement au 1er juin. On devrait mettre ces expérimentations. Ceci dit, pour nos modes de vie, pour l'instant, comment? Parce qu'on a commencé à travailler sur l'infrastructure, mais les modes de vie. Donc là, on a embarqué quand même les habitants. On va les réinviter à venir voir suite au travail qui a été fait. On va créer de l'animation avec les entreprises, un peu comme chez Bérengère, les entreprises au moment de la pause déjeuner, peut-être des repères café, enfin plutôt vélo, enfin café, mais pour les vélos. On a aussi le projet, on a la chance d'avoir cette année sur le département, c'est la 2e année, un concert en roue libre. C'est des artistes qui se déplacent de commune en commune en vélo. Ils font 5 ou 6 communes, ils traversent pratiquement tout le département du nord au sud. Et donc, on va les faire s'arrêter dans l'entreprise où il y aura un concert aussi pour... voilà, on teste, hein, on tâtonne, on essaye de faire bouger les choses. Et vraiment, pour la communauté de communes, l'objectif d'arriver à un résultat sur les modes de vie, sur l'infrastructure, comme on n'avait pas ces compétences-là, on a appris en même temps et après, on dupliquera sur d'autres endroits du territoire où il y a d'autres difficultés, d'autres interrogations où il faut qu'on fasse bouger les lignes. Merci. Donc voilà
voilà où nous en sommes. Donc on a hâte de pouvoir utiliser ça. Donc on va revenir vers les habitants. Et puis pour le collègue Joël, on se connaît un peu parce qu'on a une même casquette. Nous sommes tous les deux présidents d'une association de maires. C'est vrai que maintenant au Val de Sarthe, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un projet, il n'est même pas question qu'on oublie le citoyen. Enfin, je veux dire, je pense par exemple à un contrat local de santé. On a embarqué des patients, des habitants dans l'écriture de ce contrat local de santé. On a une problématique sur les déchets aussi, sur changement de mode de vie, comment, etc. On a créé des groupes de travail. Là, on est parti là-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui devient un peu l'ADN. Et on voit que même si c'est pas facile d'aller embarquer son conseil communautaire sur ce sujet-là, Samuel nous laisse aller au front, mais il nous aide bien quand même. Je trouve que, en tous les cas, au niveau du Val de Sarthe, il y a un fond d'oreille qui est fait, et je vois que les communes qui travaillent par groupe de communes maintenant, on l'a un peu initié, mais par groupe de communes, eh ben, elles font aussi ces démarches-là. Il y a des repères cafés qui sont en train d'être créés avec des habitants. Il y a des réflexions qui sont faites. Donc vraiment, c'est l'ADN de notre projet de territoire, et on essaye de, je ne vais pas dire qu'on le met à toutes les sauces parce que ça serait très vulgaire par rapport à tout le travail qui est engagé et qu'on a engagé, mais en tous les cas, on l'implique à chaque fois, et je crois que c'est comme ça qu'on arrive. Mais on apprend en marchant, hein. Je vous dis franchement, on se plante hein, des fois, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Mais c'est vrai qu'on sent chez vous que aller vers le citoyen, c'est presque une garantie pour rester sur le projet de territoire, pour pas se perdre dans les compétences des uns et des autres, pour pas tomber dans les querelles, etc. Travailler avec les citoyens, travailler avec l'implication des citoyens, des communes, des entreprises, etc. C'est vraiment toujours une manière de rester sur les rails pour se dire le citoyen, de toute façon, s'il n'est pas intéressé, si ça ne l'intéresse pas, si ça ne sert pas son territoire, de toute façon, on passera à côté. Enfin, il partira très vite, quoi. On a une responsabilité, c'est l'ADN de notre projet de territoire qui a été voté à l'unanimité des conseillers communautaires. Alors souvent dans les conseils communautaires, il n'y a pas trop de politique politicienne, mais enfin, il y a quand même des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques, et donc ça a été adopté à l'unanimité. Et donc c'est vraiment un acte fort. Donc on a une responsabilité devant nos habitants de tenir cet engagement-là. En tous les cas, l'équipe dirigeante de la Comcom y tient, et on continue dans ce sens-là. Merci Emmanuel, et pareil, j'aimerais aussi te féliciter parce que c'est important de savoir se congratuler entre nous. Mais c'est vrai que tout le travail et tout le portage politique que tu as raconté pendant cette année-là, autour du projet pilote, mais aussi du projet de territoire en général, c'est vraiment important, tout ce bazar, comme on dit. Du coup, en dernier temps, j'aimerais juste avoir une petite discussion. On a un peu dépassé, mais je pense que chacun peut avoir la parole sur... On est en expérimentation, on se le dit. On n'est pas là pour dérouler une méthodologie. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas où on va, tous ensemble, entre guillemets. On sait tous qu'on est embarqué dans une aventure ensemble. Mais du coup, ça suppose aussi de s'arrêter de temps en temps et de se dire, est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? Est-ce qu'il y a des nœuds à travailler aujourd'hui? Parce que déjà localement, il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent être résolues les uns les autres, trouver... je ne vais pas sortir des exemples. Voilà. Mais non, je ne vais pas faire les réponses, justement. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être trouvées localement, mais aussi, puisqu'on est réunis ici ensemble, à l'échelle régionale, il y a des choses qui peuvent être identifiées et travailler à d'autres échelles, départementales, régionales. Et c'est intéressant, vous, acteurs des territoires, de faire ressortir ça. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais est-ce qu'il y a des points de vigilance et donc des nœuds? Moi, j'avais un petit peu par rapport à ce qu'on s'est dit, parce qu'on parle beaucoup de projets qui, pour certains, sont portables indépendamment de votre structure. Et donc, la plus-value qu'on pourrait, moi j'attendrais, pour le coup, les autres font bien ce qu'ils veulent, hein, mais la plus-value que j'attendrais, elle est au-delà de, pour le coup, l'acceptabilité ou de la mise en projet de tel ou tel sujet. Alors,
un méthaniseur qui se plante à un côté, un réseau chaleur bois auquel il faut amener 20 acteurs, dont du public, du privé, etc. etc. Je pense qu'on peut le faire sans vous et sans parler. Moi je nous attends sur le sujet qu'on a, vraiment sur le rapport social. Enfin, parce que le reste, il y aura des élections, il y aura des choix politiques, il y aura des projets qui seront portés. On ne les portera pas du tout comme avant. Et effectivement, on les porte tous différemment par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, où élu sur un truc, on disait, bon, j'ai été élu pour ça, donc je le fais, quelles que soient les casseroles. Enfin, non, mais donc du coup, voilà, sur le territoire, c'est plus simple. Donc, donc on porte les choses et on va jusqu'au bout. Et puis, on a été légitime pour ça. Et puis, on peut le dire après. On l'a fait pour ça. Pour le coup, comme l'époque a énormément changé, et alors là, c'est les schizophrénies qu'on vit fortement sur notre territoire très rural, où on est entre le sentiment de laisser pour compte ou d'incompréhension d'un monde qui va très vite de la part de nos habitants, et les nouveaux arrivants, post-Covid ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait on a un territoire très... Moi je suis un nouvel arrivant sur mon territoire, je suis parisien. Et donc je viens parce que je veux y trouver quelque chose. Et on a eu récemment un homme éditorialiste qui vient habiter chez nous, il est content, il est à Sauges, un des plus beaux villages de France, petite cité de caractère, des grottes ornées magnifiques, un cadre de vie bocagé, l'herbe est verte, enfin, tout va bien à Sauges. Et donc, je ne vais pas citer son nom, mais il fait un édito dans l'Express. Il est venu faire le Festival de la viande d'Évron, Festival de la viande constitutif d'une identité, constitutif d'un territoire. C'est le Festival de la viande, c'est l'éco-Évron, c'est Évron. Et c'est le plus grand festival de bêtes de viande de France. Vous imaginez tout ce que ça représente de tradition et d'une France qui est sûrement pas celle de demain, mais qui aujourd'hui aussi, ce festival n'est pas le même qu'il était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il a 56 ans. Et ce monsieur qui vient habiter chez nous, qui vient de Paris, qui fait du télétravail, parce qu'il a la fibre optique et qui vit dans le bocage, et que pendant le Covid, il trouve 1 hectare pour faire jouer ses enfants ou ses petits-enfants, je ne sais pas qui l'a accueilli, mais on a accueilli beaucoup de monde pendant la période Covid, comme tous les territoires ruraux. On était surdense dans le moment, et on vivait dehors. Et ce monsieur fait un truc, il tire à boulet rouge sur le territoire. Il tire à boulet rouge sur le festival de la viande parce qu'on n'a rien compris, parce que c'est des tracteurs, c'est du gazole, on détruit les haies, etc. On n'a jamais replanté autant d'arbres et de haies dans le territoire. Enfin, la forêt gagne, hein, genre c'est dans les Coévrons, globalement comme la France. Hein. Mais c'est extraordinaire que ce monsieur qui vient chez nous pour le cadre de vie vient dénoncer, il le fait à Paris pour le coup, parce que l'Express est plus lu là-bas, nous on a l'Ouest France, donc ça nous va bien, ou le Courrier de la Mayenne. Mais pour vous dire le décalage qui est dingue, et tous ceux qui ont pu le lire en Mayenne, dont des chefs d'entreprise extrêmement engagés, les gars qui pour le coup payent aujourd'hui les agriculteurs pour planter des haies, pour payer une partie de leur empreinte carbone, etc., mais qui le font en se connaissant. Ils connaissent l'agriculteur à qui ils payent l'entretien de la haie bocagère. Hein. Donc voilà, et ils voient ça de la part de quelqu'un qui vient bien chez nous. Donc c'est là-dessus que je nous attends sur refaire ce lien-là. Donc ça, indépendamment de tel ou tel projet, pour le coup. Là, il n'était pas question de projet. Il se battait contre aucun projet précisément. Mais il avait vu trop de machinisme agricole et ça le rendait fou. Mais légitimement, on est dans ce moment-là compliqué. Hein, donc comment on fait ? Et c'est là que je dis, je vous pose plein de questions, mais je n'ai pas les réponses forcément, sinon je ne poserai pas les questions. Non, voilà, donc voilà, il y a ces moments-là sur lesquels profondément, il va falloir qu'on s'attelle à faire société, continuer à faire territoire, sur des territoires qui bougent, des nouveaux, voilà, des mouvements des uns aux autres, et dans le cadre du ZAN, dans le cadre de tout ce qu'on vit, etc. Enfin, on a vécu des discussions entre élus qui ont été extrêmement stigmatisantes pour certains. Hein. Je la fais courte. En plus, on prend des leçons tous les jours dans les campagnes sur des experts en nature qui vivent dans les villes. Donc, je peux vous dire que voilà, les mains sales ou les bottes sales, c'est ce que la nature salit, etc. Voilà, je le vis directement. Ma voiture est rarement propre. Hein, donc, voilà. Je suis vétérinaire rural, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon. Voilà, donc voilà, c'est là-dessus que je vous attends. Et le nœud pour réussir, il sera là parce que d'autres choses, on les a faites. L'empreinte carbone du territoire, elle a descendu de 18% sur les 10 dernières années. Hein. Et ça, c'est que réseau chaleur, méthaniseur et industrie qui verdit sa reproduction industrielle. Et on n'a rien fait on n'a pas fait grand-chose sur le bâtiment, on n'a pas fait grand-chose sur le logement, sur la mobilité. Donc, ce sont des sujets aussi. Mais du coup, on sait faire des choses quand même, techniquement
mais on pourra techniquement avoir raison et faire les choses et être dans le schisme, dans la violence sociétale, dans la violence sociale, même en réussissant toutes les transitions carbone et écologiques. Voire même au contraire, peut-être. C'est peut-être parce qu'on les a réussi que certains nous rentreront dans la figure violemment dans les rues ailleurs. L'inquiétude, pour moi, elle est là. Tu pointes du doigt vraiment une préoccupation centrale au sein du collège, qui est celle de la polarisation de nos sociétés. Et sur le sujet des modes de vie, nos modes de vie sont marqués socialement. Et il faut les faire évoluer. Et donc, comment on dépasse le stade de l'injonction pour accompagner tout le monde vers de nouveaux modes de vie, c'est central. Et donc, c'est vraiment le sujet de l'expérimentation. Enfin, sur tous les territoires, peu importe les préoccupations des uns et des autres, c'est vraiment comment on y va ensemble, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Moi, je voudrais insister sur l'échelle départementale. On a beaucoup parlé de la commune, l'intercommunalité, et je voudrais mettre en avant cette échelle départementale. En m'appuyant sur l'expérience. Alors, je prends ma casquette SIDEV cette fois-ci. Donc, en m'appuyant sur ce qu'on a pu mettre en place avec le SIDEV sur le périmètre de la Vendée. On a réussi, grâce. Alors, c'est aussi lié sans doute à la culture vendéenne où il y a beaucoup de solidarité et beaucoup de partage. Mais on a réussi à mettre en place sur le périmètre de l'énergie, à travers d'abord l'efficacité énergétique, etc., le développement des ENR. On a réussi à travers les outils proposés par le syndicat départemental à mettre en place dans chacun des territoires une vraie ambition, une vraie politique sur ces sujets-là. Parce qu'il y avait d'un côté une expertise qui était capable d'apporter des réponses et de proposer des solutions. Et je crois aujourd'hui que ce sujet de la transition sociétale, il a la même importance qu'avait il y a 20 ans l'efficacité énergétique et il y a 15 ans le développement des ENR. Aujourd'hui, c'est un outil qu'il faut mettre en place. Et donc, comme on a réussi à embarquer les intercommunalités et les communes sur les sujets très techno il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'embarquer également tout le monde sur ce sujet des transitions et des modes de vie. Donc, on a la chance d'avoir des collectivités qui sont partantes. Donc, alors, on avait effectivement l'exemple du pays de Pouzauges qui est déjà engagé et qui montre la voie et qui montre qu'il y a des résultats. Et donc, l'ambition du syndicat, c'est vraiment à terme d'avoir nos 19 intercommunalités qui rentrent dans la démarche. Et aujourd'hui, on en a 5 qui vont y aller. Elles sont toutes dans la salle aujourd'hui. Mais c'est aussi cette capacité à fédérer au niveau d'un territoire départemental qui permet aussi de partager des expériences. On est souvent parti sur des sujets un peu différents. On va être confronté à des problèmes qui sont spécifiques aux uns et aux autres. Mais de créer ce noyau un peu central qui va pouvoir tirer profit de toutes les situations et de toutes les difficultés, ça va donner un coup de pouce. Et ça va nécessiter aussi de s'interroger sur la formation, parce que on peut pas partir comme ça à l'aventure sans avoir un certain nombre d'éléments de sécurité, et la formation fait partie de ces éléments de sécurité parce qu'il faut que nous tous on soit vraiment dans ce sujet-là. Merci Patrick. Et oui, effectivement, on va justement avoir un temps dans 5 minutes pour signer justement c'est de façon symbolique, mais les conventions partenariales SIDEV, collège et les territoires nouveaux de Vendée qui partent avec nous. Donc c'est vraiment un appui fort et un compagnonnage fort que vous avez, le SIDEV, avec nous,
pour porter ces démarches de transition sociétale sur tout le périmètre de la Vendée. Et on est ravis de s'engager avec vous sur ce sujet-là. Emmanuel, tu voulais parler aussi de Oui, juste de pour la compléter formation, sur la formation, je pense que c'est une des clés, un des ingrédients indispensables. Sur le Val de Sarthe, depuis 2020, voilà, on est en formation permanente sur différents sujets. Et chaque fois, les formations, enfin, c'est aussi l'expérience, on les fait agents élus systématiquement. Ça, c'est ensemble. On ne fait pas d'un côté les agents, d'un côté les élus. On travaille aussi avec c'est d'autres organismes, le CNFPT. On a réussi à faire bouger, ça c'est les pas de côté qu'on a appris au Collège des Transitions, on a réussi à faire bouger le CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, qui ne fait la formation que pour les agents. Et là, aujourd'hui, il nous forme aussi les élus. La dernière en date, vous voyez, jusqu'où on va au Val de Sarthe, on est sur la gouvernance partagée. Comment, voilà. Là, on est vraiment dans... Et c'est indispensable d'avoir ces formations-là parce que ça ouvre un peu... Quand on est élu, on n'a pas forcément trop le temps de se former parce qu'il y a la vie professionnelle, la vie personnelle et j'en passe. Mais il faut miser là-dessus. Pour moi, c'est une des clés des réussites. Et donc, de ne pas le faire, ce serait un risque de pas réussir. Et le pas de côté aussi, formation autour du projet de territoire et comment on le met en œuvre. Et ça, c'est... Ouais. Bérangère, tu voulais... Oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Enfin, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Patrick. Je pense que la dynamique à l'échelle d'un département, elle est capitale dans le fait aussi d'embarquer et quelque part que chacun contribue dans son territoire sur le sujet qu'il veut. Mais en tout cas, c'est pour moi primordial. Donc, en tout cas, sur le département de la Vendée, les choses sont plutôt bien engagées. Donc, je pense que ça devrait être une dynamique intéressante dans les années qui viennent. Je rejoindrai aussi Emmanuel sur le fait que la formation, elle est indispensable parce que c'est la clé de voûte du système, parce que les élus, ok, mais les agents qui contribuent à nous faciliter aussi la vie de façon très pragmatique et qui sont là aussi pour nous rappeler que c'est aussi travailler de pair et c'est indispensable. Enfin, moi, Et puis, quelque part aussi, c'est eux qui vont aussi, ce regard, ce binôme, il est essentiel dans la construction du projet et du projet de territoire et de la façon dont on va conduire les actions. Ça peut être aussi très attractif pour faire venir des nouveaux agents, parce que quand on dit qu'on travaille sur les transitions, qu'on cultive le faire ensemble, on ne le trouve pas partout. Donc, c'est aussi un atout d'attractivité. Moi, la question que je posais, qui n'a peut-être pas été trop abordée, c'est comment aussi on continue à animer ces collectifs qu'on a su mobiliser sur des projets et comment on essaye de ne pas faire retomber le soufflet, comment on entretient ça aussi, parce que ça ne doit pas être, et vous l'avez très bien dit, ça ne doit pas être que sur la notion de projet, mais c'est comment ça nous aide aussi à créer du lien sur nos territoires et à donner du sens à la politique avec un grand P sur nos territoires. Donc, faut le porter. Hein. Là, faut y croire, hein, parce que faut porter les équipes, faut porter les élus, faut porter les habitants. Et ça demande de l'énergie et de l'enthousiasme. Mais on y croit. Mais c'est comment on garde cette petite flamme, hein, parce que. Oui, c'est tout à fait ça. Comme le disait Samuel, il fallait que je le dise, mais on est au milieu du gué. Et c'est vrai qu'on a lancé de belles dynamiques. Et maintenant, c'est une question qui est intéressante à poser aussi collectivement. C'est comment on s'organise collectivement pour accompagner ces dynamiques collectives sur les territoires. Quelle animation on développe, quel modèle économique associé à ces animations, etc. Donc c'est un vrai point d'interrogation pour le collège, je pense, pour la suite. Dernière, Myriam, tu veux nous dire un mot? Non, c'est ça. Je pense on a 2 minutes. Ah, super. Alors, nous, ce serait plutôt de se poser la question de comment faire encore plus reconnaître l'action des associations et leur place sur les projets de territoire. Peut-être encore trop souvent
des relations entre les associations et les collectivités qui, je simplifie, hein, parce que 2 minutes, c'est super court, mais parfois se résument à des versements de subventions. Bon, je caricature vraiment. Je m'en excuse, mais voilà, je pense qu'il faut le dire. Je pense la chance qu'on a à Famille Rurale, c'est que on est un mouvement où historiquement, on met en place des services de proximité pour les familles à l'échelon le plus petit. L'échelon communal, c'est parlant, c'est le faire ensemble. On est entre habitants, on s'engage dans une association, on donne de son temps. Et puis les élus sont embarqués, évidemment. Nous, on a fait il y a de nombreuses années le choix de ne pas rester dans une relation uniquement de versement de subventions, mais d'avoir des conventions partenariales vraiment écrites, étoffées, réfléchies, partagées, mais beaucoup plus autour de notre cœur de métier initial, l'animation socio-culturelle, les projets éducatifs autour de l'accueil de l'enfant, de la restauration scolaire, du transport scolaire, de la proximité des activités culturelles dans chacun de nos bourgs vendéens. Maintenant, c'est peut-être pour nous la question aujourd'hui, c'est de se dire comment, dans ces conventions partenariales, on y met la dimension transition et la dimension de la reconnaissance du savoir-faire des associations locales au sein des projets de territoire portés par les communes ou les intercommunalités. Ouais. Ça va ? Oui, très bien. En 2 minutes, 2 minutes. assez parfait. Enfin, tu pointes du doigt en tout cas un sujet essentiel, c'est celui des corps intermédiaires. Comment aujourd'hui on repense, enfin presque culturellement, hein, ou revenir à une culture passée des corps intermédiaires. Comment on s'appuie sur eux, parce que c'est effectivement vraiment les forces vives. Notre société s'est construite comme ça, notre société française s'est construite comme ça, et donc comment on les réhabilite. Et donc là aussi, on a du travail, de l'expérimentation, du changement de posture, du changement de représentation. Et on est très content voilà, de lancer ça. Pour finir, je voudrais vraiment vous remercier de tout ce bazar que vous faites, parce que on se le dit souvent, on est en action recherche, mais l'action recherche, ça veut dire que c'est vous qui portez les choses. Nous, on est en appui, on est là pour capitaliser, pour vous soutenir, pour parfois poser des questions. On me le dit souvent, c'est l'empêcheur de tourner en rond, etc. Mais c'est vous qui portez ça, et donc vraiment un grand merci pour tout ce portage que vous avez eu toute l'année, durant toute l'année. Alors, je voudrais juste me faire le relais des remerciements que vient effectivement de porter Ludovic et les adresser en effet à l'ensemble des acteurs des territoires qui, avec nous depuis plusieurs années, tentent ces innovations. Et comme le disait Ludovic, on est en action recherche. Donc ce sont bien les acteurs des territoires qui font les pas d'avant, qui font les pas de côté, qui nous permettent d'apprendre ensemble. Donc voilà, tous les acteurs qui sont là, je croise les regards sur Erdre-et-Gèvres, sur Redon, sur Pouzauges. Voilà, Bérangère était là, sur l'Île-Dieu, enfin, bref, sur tous nos territoires. Donc vraiment merci à tous. Et puis, je voudrais qu'on accueille, ne serait-ce qu'à titre symbolique, les territoires qui nous rejoignent. Parce qu'encore une fois, nous sommes sur un programme qui est régional. Donc à un moment donné, on accompagne particulièrement tel ou tel territoire. Et puis l'aventure se poursuit avec d'autres territoires. Et ça correspond aussi au projet que l'on avait d'avoir une action davantage répartie à l'échelle des Pays de la Loire, pas forcément couvrir tous les territoires des Pays de la Loire, mais progressivement d'avoir une diversité. Et donc je vais proposer à l'ensemble des acteurs des territoires de Vendée qui nous rejoignent de venir devant, là, s'il vous plaît, et puis on va faire une photo. Le territoire de Mayenne, des Couévrons, et puis le territoire du Maine-et-Loire, Loire-Lyon-Aubance. Voilà, si vous voulez bien. Voilà, vous le
Et puis, on va vous accueillir. Alors, pas signer les conventions, parce que c'est un peu tôt, qu'elles ne sont pas remplies, etc. C'est pas le sujet. Mais c'est plutôt, si vous en êtes d'accord, allez, venez. On va faire une photo. Et puis, on va vous accueillir. Élu, agent, oui. On a dit tout à l'heure que c'était élu agent, que ça se faisait. Société civile, les acteurs de la société civile de ces territoires. Voilà, si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup, venez. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Et on peut, grâce à vous, poursuivre le chemin. Et je vous propose qu'on les applaudisse.